Ce soir, le chemin Roxham, scandale à Hockey Canada, mots-clés misogynes sur la chaîne YouTube de Pierre Poilievre, l'analyse de notre panel de journalistes. L'Alberta se prépare à tourner la page sur l'ère Jason Kenney. On retrouve à Edmonton le politologue Frédéric Boily. Retour sur les élections au Québec, le Parti québécois fait élire 3 députés et obtient le pire score depuis sa fondation. Bilan de campagne avec le député Joël Arsenault. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'accueil des migrants au chemin Roxham en Montérégie, au Québec, est revenu à l'avant-scène politique aujourd'hui à la Chambre des communes. Les révélations selon lesquelles le gouvernement fédéral a déjà dépensé plus d'1,5 milliard de dollars en infrastructures pour accueillir les migrants, en plus d'octroyer des contrats de plusieurs années sans appel d'offres, ont fait bondir le Bloc québécois. À la période des questions, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a interpellé le premier ministre Trudeau pour qu'il dévoile ces contrats dont certains auraient été octroyés de gré à des contributeurs du Parti libéral. Voici l'échange. Plutôt que de mettre un demi-milliard pour engager des fonctionnaires qualifiés au ministère de l'Immigration, on le met dans des bâtiments et des contrats, dont un chiffre inconnu à des gros donateurs du Parti libéral. Est-ce que le premier ministre peut ordonner le dépôt immédiat, non caviardé et intégral de tous les contrats octroyés au chemin Roxham depuis 2017? Ouais. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le Bloc québécois continue de réclamer plus de pouvoir pour le Québec en matière d'immigration. Or, la réalité, c'est que le Québec dispose déjà d'énormément de pouvoir en matière d'immigration, plus que n'importe quel autre pays, n'importe quelle autre province. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'il pourrait accueillir bien plus d'immigrants qu'ils le font déjà. Il pourrait assurer qu'ils parlent tous français. Ils ont toutes sortes de pouvoirs et nous sommes là pour travailler avec eux, pour continuer d'enrichir la nation québécoise et le Canada en entier avec l'immigration, avec la défense du français, avec une croissance économique pour tout le monde. C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Bloc québécois revient à la charge pour que le gouvernement Trudeau dévoile la liste des contrats entourant le chemin Roxham. Il y en aurait eu de gré à des donateurs libéraux. Alors qu'on apprenait cette semaine que le chemin Roxham a entraîné des coûts d'1,5 milliard de dollars en fonds publics. Catherine, je commence avec vous. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau est en train de se retrouver avec un problème sérieux avec le chemin Roxham? Bien, en fait, je pense que ce qui fait mal au gouvernement Trudeau actuellement, c'est ce manque de transparence autour de ces contrats-là, parce que justement, ça implique un donateur libéral. Donc, vous voyez que, bon, déjà, les bloquistes et les conservateurs aussi associent ça au scandale des commandites. Ils voient de la corruption. Donc, ils espèrent vraiment avoir des réponses là, en commission parlementaire. D'ailleurs, le donateur en question devrait être invité. Alors, oui, ça fait mal. C'est quelque chose qui est persistant, qui va revenir à tous les jours à la période des questions. Mais petit conseil à M. Trudeau, il faudrait peut-être qu'il réponde aux questions quand il se les fait poser, parce qu'il semblait un peu confus plus tôt aujourd'hui à la période des questions. M. Blanchet qui lui a posé une question très claire, en fait, sur ses contrats, sur ce manque de transparence, et M. Trudeau qui s'est mis à parler des seuils d'immigration. Donc, nous disons qu'il s'est trompé de cassette aujourd'hui, M. Trudeau. Nouvelle qui est tombée aujourd'hui, le réseau Global a publié un reportage selon lequel la chaîne YouTube du nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, aurait contenu des mots-clés misogynes pour en faire la promotion. Alors, Althia, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire-là? Et depuis plusieurs années. Bien, ça rentre parfaitement dans le profil que les libéraux essaient de dresser de M. Poilievre. Ça l'a pris quelques jours à sortir, disons, comme nouvelle, par contre. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est que c'est une histoire qui est assez compliquée. Celle-ci, elle est un petit peu compliquée, je dirais. Je ne sais pas si ma mère comprendrait exactement qu'est-ce qui se passe, mais c'est un angle que les conservateurs savent fait du mal à M. Poilievre, puis on nous vit aujourd'hui dans la période de
questions, vraiment comme, je dirais, un aperçu de peut-être la prochaine campagne électorale. C'était vraiment comme rendu très sale. Monsieur Poilievre est revenu à la charge en parlant du blackface de Justin Trudeau et puis du traitement de Jody Wilson-Raybould. Alors, c'est pas un enjeu qui va partir. Puis, ça rentre un peu aussi dans l'appui que M. Poilievre avait donné au Freedom Convoy cet hiver, et puis des gens qui avaient supporté durant la campagne au leadership. Alors, est-ce que M. Poilievre est en train de faire des choses en cachette qu'il ne fait pas ouvertement? C'est la question que les libéraux voudraient qu'on se pose. Ouais, et entre-temps, comme vous dites, les couteaux volent bas. Parlons des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement au Canada. Le groupe de travail qui avait été mandaté par le gouvernement Trudeau au mois de janvier dernier a présenté finalement son rapport final aujourd'hui. Joël Denis, le constat est quand même brutal. Oui, très brutal. On sonne l'alarme, la sonnette d'alarme à cette heure de façon assez importante. Pourquoi? Parce que la chaîne d'approvisionnement du Canada en matière de transport a été mise à rude épreuve, à la fois par la pandémie, des désastres naturels, mais aussi par des événements géopolitiques comme la guerre en Ukraine, et que si on ne fait rien pour solidifier notre chaîne d'approvisionnement, ça pourrait avoir des impacts importants à long terme sur la fiabilité du Canada en tant que partenaire commercial. Et au moment où on se tourne vers des minéraux critiques, ça pourrait encore faire plus mal au Canada. Donc, un coup de barre à donner pour ce qui est aussi de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre en matière de transport, la congestion aussi dans les ports à travers le pays. Il y a trop de conteneurs qui ne sont pas sortis parce qu'on n'arrive pas à reprendre le dessus à la suite de la pandémie. Donc, un gros coup de barre s'impose et ça doit être la priorité du ministre des Transports. M. Omar El-Gabra me confié qu'il allait en faire la priorité, déposer cette mesure au cours des prochains mois, notamment assurer la numérisation du système de transport, c'est-à-dire qu'un client pourra savoir à tout moment où se trouve sa marchandise pour justement veiller à ce qu'elle arrive à temps. Oui, parce que le Canada, comme d'autres pays, a affronté vraiment une tempête parfaite. Revenons sur le scandale à Hockey Canada. Évidemment, ça s'est poursuivi de plus belle cette semaine. Hockey Québec a pris ses distances, suivi par l'Association de l'Ontario. Les commanditaires se dissocient peu à peu de Hockey Canada aussi. Il y a une belle unanimité à la Chambre des communes. En fait, tout le monde est d'accord qu'il faut changer les têtes à la direction de Hockey Canada. Il faut changer la culture de cette organisation. Mais ce qui étonne vraiment beaucoup de monde, c'est comment ça se fait que le gouvernement fédéral ne peut pas en faire plus pour faire le ménage chez Hockey Canada. Catherine, est-ce que le gouvernement pourrait justement en faire plus dans le dossier de Hockey Canada? Je pense qu'il en a déjà fait pas mal parce que, bon, le champ d'action du gouvernement fédéral, je vous dirais, dans ce dossier-là, est assez limité. Déjà, il y a quelques mois, on avait retiré le financement fédéral à Hockey Canada. Ça s'est passé au mois de juin. Puis là, ben, on a vu les dirigeants de Hockey Canada en comité parlementaire. Ça a été un fiasco total. Et par la suite, bon, la ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge, et le premier ministre Justin Trudeau là, sont sortis, ils sortent à peu près à tous les jours, justement, pour dénoncer les dirigeants de Hockey Canada. Et ils ont un message très clair. Ils disent qu'il faut faire le ménage, mais rendu là, c'est aux associations locales, finalement, à prendre position. C'est aux commanditaires à prendre position. Et comme de fait, on voit depuis 2-3 jours, là, finalement, les réactions qui s'enchaînent. Donc, ça a eu son effet. Je pense que le gouvernement fédéral... Bon, la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 4 ans? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce scandale-là? Mais je vous dirais quand même, en termes de gestion de crise, dans les derniers mois, les dernières semaines, là, ils ont fait, je crois, ce qu'ils ont pu et on a vu les effets vraiment qui sont bien là. Donc, le gouvernement est allé jusqu'à ses limites qu'il pouvait faire dans ce dossier-là. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais revenir sur les élections au Québec. Évidemment, victoire écrasante de la CAQ. Le premier ministre François Legault a été élu, mais facilement pour un deuxième mandat fort. Monsieur Legault continue de plus belle de réclamer d'Ottawa tous les pouvoirs en immigration. Althia, est-ce que le premier ministre du Québec a maintenant un rapport de force suffisant pour faire pression sur le premier ministre Trudeau en matière d'immigration, vous pensez? Je dirais qu'il n'y a pas un rapport de force qui est plus élevé qu'il y avait avant les élections parce qu'il y avait quand même un gouvernement majoritaire. Ouais. Je pense aussi que les libéraux, ils ont vu avant la campagne fédérale de l'année dernière, quand M. Legault est sorti puis qu'il a demandé aux Québécois et aux Québécoises de voter pour le Parti conservateur, que ça change pas grand-chose. Puis on le voit depuis quelques mois maintenant, et encore cette semaine, que le gouvernement libéral à Ottawa semble être plus
plus confortable à dire non. Non à M. Legault dans les questions d'immigration. On a vu avec le ministre de la Justice, le ministre Lamali, qui est sorti pour dire que si le projet de loi 96 venait devant la Cour suprême, le gouvernement fédéral interviendrait. Puis je pense qu'on va voir plus de non, disons, d'Ottawa que de oui. Ah. Suivre. Joël Denis, il nous reste quelques secondes parce que François Legault n'a pas vraiment critiqué ouvertement Justin Trudeau pendant la campagne électorale, mais on sait que les deux hommes, les deux premiers ministres peuvent avoir des relations, je dirais, qui ne sont pas toujours chaleureuses. Vous vous attendez à quoi comme relation Québec-Ottawa dans ce deuxième mandat de la CAQ? Plutôt froide. Donc, on va faire ce qu'on peut du côté d'Ottawa pour aider Québec s'il y a des projets économiques qui sont dans l'intérêt du Québec, mais M. Legault s'est mis à dos un joueur clé dans les relations fédérales-provinciales, c'est-à-dire le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, en tenant des propos inacceptables sur l'immigration. Et M. Rodriguez est un joueur important. Là, donc, il doit rétablir absolument les ponts avec Pablo Rodriguez avant de penser quelque succès que ce soit pour obtenir plus de pouvoir en immigration, par exemple, ou encore d'autres domaines où il voudrait que le fédéral lui cède certains pouvoirs. Parce que ça n'ira pas très loin sans l'accord de Pablo Rodriguez, qui a été très, très blessé par les propos de M. Legault. Mais M. Rodriguez s'est quand même dit ouvert au discours rassembleur de victoire de M. Legault quand même. Il faudra voir qu'est-ce que ça augure. Joël Denis, Althia et Catherine, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir, Esther. Merci. C'est une page qui se tourne en Alberta alors que Jason Kenney avait annoncé sa démission au printemps dernier après avoir obtenu seulement 51 % d'appui à la direction de son parti. Pour parler de la suite des choses, je rejoins à Edmonton Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Le vote pour élire le successeur de Jason Kenney est ouvert à 124 000 militants. Il y a 7 candidats dans la course, mais celle qui mène, c'est Danielle Smith, l'ancienne dirigeante du parti Wild Rose. Est-ce qu'on se dirige vers un couronnement de Mme Smith? Tout indique que c'est le cas. En tout cas, si on se fie d'ailleurs à sa conférence de presse qu'elle a accordée au début de la semaine, elle se comportait comme si elle était déjà élue à la tête des conservateurs. Donc, c'est clair qu'elle s'est installée dès le début de la course dans le siège du conducteur et ne l'a jamais quitté. Et d'ailleurs, tous les autres candidats et candidates considéraient que Danielle Smith était la principale adversaire. Et donc, lorsqu'il y a eu les deux débats, les deux plus importants débats, elle était constamment la cible des attaques des autres candidats et candidates. Les sondages laissent entendre aussi, même si c'est toujours un peu plus difficile avec des sondages lors d'une course à la direction, de leur porter crédit, que elle se dirige vers une victoire. En tout cas, ce serait très surprenant qu'elle ne soit pas nominée ce soir. Parlons de son programme, justement, parce que ce que Danielle Smith propose, c'est une loi de la souveraineté de l'Alberta. D'ailleurs, Jason Kenney a dénoncé cette idée-là avec vigueur, il faut le dire. Là. Il dit que c'est une menace pour le Canada et l'Alberta. Jusqu'à quel point c'est sérieux, ce projet de loi sur la souveraineté? En fait, ce qu'elle propose avec sa loi sur la souveraineté, ce serait de mettre de côté les lois en provenance du gouvernement fédéral qui touchent les pouvoirs de l'Assemblée législative albertaine lorsqu'il y aurait des chevauchements ou des choses comme ça. Donc, on voit mal comment ça pourrait s'appliquer. D'ailleurs, dans le document qu'elle a livré il y a peut-être maintenant 3 semaines, 1 mois, pour expliquer justement comment ça fonctionnerait, elle donnait un exemple qui est justement un exemple un peu fictif, au sens où elle dit si le gouvernement fédéral obligeait, par exemple, via la loi sur les mesures d'urgence, d'obliger les jeunes à être vaccinés pour assister à l'école, elle dit ça entrerait en contradiction avec les pouvoirs de l'Assemblée législative de toutes les provinces d'ailleurs, mais albertaine y comprise, en matière d'éducation. Et donc, on s'opposerait à ça. On interdirait que cette loi puisse s'appliquer. Mais on le voit, l'exemple est un peu fictif. Si jamais Mme Smith est élue, et c'est une forte probabilité, selon ce que vous nous dites, on peut se demander à quoi on peut s'attendre comme relation entre l'Alberta et le gouvernement fédéral aussi. Ah oui, mais ça, c'est clair que les relations seront pas très bonnes, c'est loin qu'on puisse dire, parce que à peu près, d'ailleurs, tous les candidats sont dans une position, disons, autonomiste, et même d'autres candidats comme Travis Taze et Brian Jane aussi avaient des mesures pour défendre l'Alberta. Travis Taze, même dans son programme, parlait de tarifs qui pourraient s'appliquer sur des biens et services en provenance de l'extérieur de l'Alberta et qui iraient à l'encontre des intérêts albertains. On ne sait pas non plus trop ce que ça veut dire,
mais ça montre que si Danielle Smith est élu, c'est clair qu'on va avoir des relations très tendues avec Ottawa. En fait, lors des débats, on entendait plutôt parler d'Ottawa et de Justin Trudeau que de Gretchen Notley, qui est celle que les conservateurs devront affronter lors de la prochaine élection provinciale. Donc, ça créait une drôle de dynamique. Oui. Revenons, Frédéric, sur ce qui fait qu'on en est rendu là, en Alberta. En fait, ce qui a mené au départ de Jason Kenney. Bon, on le sait, ça a été difficile pour Jason Kenney pendant la pandémie. Lui qui était, il faut le rappeler, un des premiers ministres les plus populaires au Canada au début de son mandat en 2019. Rappelez-nous, qu'est-ce qui a conduit à cette chute aussi vertigineuse de Jason Kenney? Oui, le mot vertigineux s'applique très bien parce que en 2019, une brillante victoire électorale lors de l'élection provinciale. Il faut aussi rappeler que Jason Kenney était parvenu, et c'était une tâche, elle aussi, colossale, à réunir les conservateurs. Mais tout s'est déréglé lors de la pandémie. Ça s'est déréglé parce que les conservateurs, notamment du côté des milieux ruraux, les députés du côté aussi des milieux ruraux, se sont littéralement braqués contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement québécois, alors que du côté gauche, on trouvait que ces mesures sanitaires-là n'allaient pas assez loin. Donc, Jason Kenney s'est retrouvé dans la position de ne pas vouloir choisir, et en ne choisissant pas d'un côté ou de l'autre, ben, il s'est retrouvé à être assis entre deux chaises. Et lorsqu'on est assis entre deux chaises, ben, on peut tomber. Et c'est ce qui lui est arrivé au printemps dernier. Il n'a pas été en mesure de s'ajuster lors de la pandémie, comme s'il avait voulu maintenir son programme de redressement des finances publiques en pleine pandémie, partant en guerre contre les médecins. On vient juste de régler cette question-là des salaires des médecins là, récemment. Et c'était mal avisé politiquement. Et les conservateurs, il faut aussi bien le dire, là, depuis 2 décennies en Alberta, c'est une machine à broyer. Les chefs, Jason Kenney subit un sort que d'autres ont subi également. Alison Redford qui est obligé de quitter, Prentice qui a perdu les élections. Donc, c'est très, très difficile de mener les conservateurs en Alberta. Parce que, effectivement, vous le dites, certaines des critiques les plus féroces de Jason Kenney étaient venues de l'intérieur de son caucus. Est-ce que le mariage, justement, entre les anciens du White Rose et du Parti progressiste conservateur en Alberta, au moment où on se parle, on peut dire que c'est plus fragile que jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est fragile parce que si c'est Danielle Smith, notamment, qui gagne ce soir, ben, Travis Stace avait l'appui d'une vingtaine de députés du caucus. Certains, durant l'été, ont changé d'allégeance pour aller du côté de Danielle Smith, mais il en demeure pas moins qu'il y a encore des députés qui sont favorables et qui étaient favorables encore à Jason Kenney, favorables à Travis Stace ou peut-être même Brian Jean. Donc, si Danielle Smith gagne, elle arrive dans un caucus conservateur où déjà il y a une opposition contre elle. Donc, ça veut dire former un cabinet. Elle aussi se faire élire, parce qu'il faut rappeler, elle n'est pas membre de l'Assemblée législative. Donc, ça voudrait dire une partielle. Donc, si elle gagne, il y a un gros travail de réconciliation à faire jusqu'à la prochaine élection provinciale. Un gros défi, donc, pour elle. En terminant, Frédéric, Jason Kenney met finalement un terme aujourd'hui à 25 ans de vie politique, autant sur la scène provinciale en Alberta que fédérale ici à Ottawa. Quel sera son héritage politique, selon vous? L'héritage politique sur la scène fédérale, important parce qu'il était un des membres importants du gouvernement de Stephen Harper, ça, il faut le reconnaître. Et son héritage sur la scène politique albertaine en 2 temps. Un premier temps, comme je l'ai mentionné, où là, il est parvenu à ramener les conservateurs au gouvernement. Et en même temps, un héritage qui, lui, est beaucoup moins positif et même négatif, c'est de laisser un parti présentement qui semble plus divisé que jamais, incapacité à gérer correctement durant la pandémie. Et ça va entacher malheureusement son héritage politique. Jason Kenney qui semble quitter définitivement la politique. On verra ce que l'avenir lui réserve. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Les îles de la Madeleine ont résisté à la vague caquiste lors des élections de lundi au Québec. Le Parti québécois a réussi à conserver son siège dans l'archipel. Pour faire le bilan de cette campagne du PQ, je retrouve à Cap-au-Meul le député péquiste Joël Arsenault. Bonsoir, M. Arsenault, et félicitations pour votre réélection.
Bonsoir, Mme Bégin. Le Parti québécois a recueilli 15 de la faveur populaire lors de cette élection, mais n'a fait qu'élire que 3 députés à l'Assemblée nationale. En fait, c'est le pire résultat pour votre parti depuis sa fondation en 1968. Vous n'avez même plus le statut de parti officiel à l'Assemblée nationale. Je vous demanderai d'abord quel bilan vous faites de la campagne du PQ? Ben, écoutez, il faut voir d'où on partait suite aux élections de 2018 et les 2 années qui ont suivi. On a dû réorganiser le parti, modifier les statuts. On a dû aussi élire un chef et lorsqu'on commençait la campagne électorale, ben, on nous donnait 9 des suffrages dans les sondages. Donc, on a pu développer une campagne positive. On a voulu être vrai, s'assumer véritablement comme indépendantiste, souverainiste, mais aussi avec des propositions en matière de justice sociale et ainsi de suite. Une campagne positive, authentique, menée par Paul Saint-Pierre Plamondon. Et on est le seul parti véritablement à avoir fait des gains appréciables au cours de la campagne électorale. Oui, mais quand Donc, même, quand même, vous avez perdu des châteaux forts. Là, je pense à Jonquière, Gaspé, sur la Côte-Nord. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ça? ben, on est certainement déçus. Évidemment, on voit les distorsions aussi du système électoral actuel qui nous donne davantage de votes au suffrage général que le Parti libéral qui remporte 21 circonscriptions. Nous, on n'en remporte que 3. Mais disons que si on regarde le chemin parcouru au cours des 6 dernières semaines, on est satisfait. Maintenant, les résultats nous déçoivent, bien entendu. Il y a des bonnes candidatures qui, malheureusement, n'ont pas réussi à dominer dans la vague caquiste à laquelle on a dû faire face, comme les autres partis d'opposition. Ouais. Vous parlez du mode de scrutin. Parlons-en justement. Dans son discours post-électoral, votre chef, M. Saint-Pierre Plamondon, a dit que c'est pas normal qu'un parti politique qui récolte justement 15 des votes à une élection n'ait pas plus que 3 des sièges à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs observateurs au Québec qui parlent, vous venez de le dire, de distorsion historique. Est-ce qu'au Québec, justement, on en est rendu à réformer le mode de scrutin? Bien, en fait, on devait le faire. Souvenez-vous, il y avait une entente entre les différents partis, entente qu'a signée François Legault. Il a même déposé un projet de loi pour mettre en place un système électoral avec une proportionnelle et il a renié sa promesse. On en voit les résultats aujourd'hui. Alors oui, évidemment, on est mûr et je pense qu'il y a bien des Québécois qui s'en rendent compte aujourd'hui. Il y a 60 des gens, évidemment, qui ont voté pour un autre parti que la CAQ et qui sont largement sous-représentés maintenant et au cours des 4 prochaines années. C'est assez dramatique pour la démocratie québécoise et moi, je pense qu'il y a un risque de décrochage puis de cynisme galopant qu'on pourra constater si on s'attaque pas à ce problème-là. Oui, mais bon, vous dites si on ne s'attaque pas à ce problème-là, on sait que François Legault a déjà fermé la porte à double tour, je dirais, à une réforme éventuelle du scrutin au Québec. Au PQ, vous demandez une reconnaissance officielle des autres partis. Est-ce que vous avez senti une ouverture de la part justement des autres partis à l'Assemblée nationale? Bien, Québec solidaire est dans la même situation que nous, même s'ils ont davantage de candidats élus, ils n'ont pas le seuil minimum pour être reconnu. Donc, évidemment, ils veulent qu'on puisse s'entendre. Le parti gouvernemental également est prêt à une entente, à une reconnaissance. Donc, actuellement, il y a une résistance du Parti libéral du Québec et j'ose espérer qu'ils pourront réviser leur analyse et accepter de négocier. C'est une question de démocratie, de sens des responsabilités, de reconnaissance aussi là, des résultats électoraux pour ce qu'ils sont. Là. Alors, moi, j'ose espérer qu'on va pouvoir entamer des pourparlers très, très rapidement là-dessus. Bon. Entre-temps, le Parti québécois se retrouve, je le disais, avec 3 députés élus à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez votre travail? Quelles vont être les priorités du Parti québécois au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Bien, écoutez, on a déjà vu d'autres partis dans une situation comme celle-là, qu'on pense à Québec solidaire, par exemple. L'ADQ de Mario Dumont, à une certaine époque, n'avait qu'un seul député, son chef. Donc, il faut faire des priorités. On soit d'ailleurs 3 chefs, le chef du parti, les 2 anciens chefs parlementaires. On a tous une certaine expérience. On choisira nos thématiques et vous les connaissez sans doute déjà. La question de la langue française, des relations avec le gouvernement fédéral, mais aussi les positionnements concernant
la justice sociale, le système de santé, d'éducation, la famille également. Et il s'agira de se répartir les tâches pour pouvoir être au bon endroit au bon moment avec les ressources qu'on aura. Oui. Je veux vous entendre, M. Arsenault, sur l'appui à la souveraineté, parce que le PQ a donc recueilli 15 du vote populaire lors de cette dernière élection au Québec. L'autre formation qui est ouvertement souverainiste au Québec, c'est le Québec solidaire, qui a aussi recueilli 15 du vote, donc au total, ça fait 30 Comment vous voyez, vous, l'avenir du mouvement souverainiste au Québec? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que l'appui qu'a obtenu le Parti québécois est inférieur à l'appui que recueille la souveraineté sondage après sondage. Donc, pour nous, ça signifie qu'il y a encore un potentiel de croissance. Il y a des gens qui ont commencé à rentrer au bercail, on le voyait là, durant la dernière campagne, et on pense que ça va continuer avec les échecs répétés du gouvernement de la CAQ face au fédéral. Et je pense que c'est une idée moderne, une idée d'avenir. Et nous, on voit qu'il y a des jeunes qui se sont joints à nous aussi très activement, plusieurs candidats aussi, qui croient véritablement pour des questions d'environnement aussi. C'est une autre thématique qu'on a portée très fièrement et fortement au cours de la dernière campagne électorale. Donc, on est plutôt optimiste de ce côté-là parce qu'on continue de penser qu'on doit prendre nos propres décisions dans l'intérêt du Québec et des Québécois, puis on a une voie à défendre. En terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux profiter du fait que vous êtes aux îles de la Madeleine, M. Arsenault, pour vous parler de la tempête Fiona, qui, comme on le sait, a frappé il y a maintenant presque 2 semaines. On sait que les îles y ont vraiment goûté. Est-ce que tout est revenu à la normale au moment où on se parle aux îles de la Madeleine? Oui, ben, toute fin pratique. Si on se compare aux provinces atlantiques, on se console. Il n'y a pas eu de panne électrique de très longue durée, seulement une journée ou deux, une journée et demie. On a eu des infrastructures qui ont été endommagées, plusieurs infrastructures fédérales également. Donc, on s'attend à des investissements de la part du fédéral qui a déjà annoncé un certain nombre de mesures. Est-ce que cette aide-là, justement, parce que, bon, M. Trudeau, il s'est rendu aux îles de la Madeleine, a annoncé 300 millions, mais pour toutes les provinces qui ont été affectées par Fiona, est-ce qu'aux îles, on est satisfait de l'aide qui a été offerte par le gouvernement fédéral? Je vous dirais que dans les mesures immédiates, c'est beaucoup le programme d'indemnisation du gouvernement du Québec, le programme général qui sera utilisé, qui sera nécessaire. Mais pour ce qui est des investissements à moyen et long terme, ça, il va falloir compter sur le fédéral également, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on peut agir en urgence pour réparer les pots cassés, mais il faut surtout travailler à l'adaptation. Et ça prendra des investissements beaucoup plus conséquents à moyen et long terme face à l'érosion, face à la submersion, notamment des infrastructures portuaires qui sont fédérales. Joël Arsenault, député des îles de la Madeleine pour le Parti québécois, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 6 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.